Je suis Michel Goya, je suis ancien officier de l'armée de terre dans les troupes de marine et je vais vous raconter mon histoire pour Vétérans de France. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Saillant, je suis ancien commando marine. Et je suis Guillaume Malcani, ancien officier de l'armée de terre. Et tous les deux, nous faisons partie de l'association Vétérans de France qui œuvre à pérenniser la mémoire militaire française. Et pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Votre soutien est crucial pour nous, donc merci beaucoup pour votre soutien et surtout, bonne vidéo. J'ai toujours voulu, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être soldat. Alors, je ne suis pas d'une famille militaire. Je suis né dans une ferme du Béarn, dans un village isolé, d'une mère qui était ouvrière textile et qui, à ce moment-là, était employée de mairie dans le village, d'un père coureur cycliste, émigré espagnol, et que je n'ai pas connu parce qu'il est, en fait, il est mort quasiment au moment, il est tombé dans une course et il est mort au moment où je suis né. Donc j'avais un mois. Accessoirement, c'était le deuxième mari de ma mère qui était 2 fois veuve à 40 ans. Et donc dans un milieu complètement isolé comme ça, j'étais avec ma mère, 3 sœurs. Alors peut-être cet environnement féminin, l'absence de père, sans faire de la psychanalyse à 2 balles, peut-être poussé à chercher quelque chose, un modèle, je sais pas, une sorte de modèle viril, un milieu viril, voilà, un substitut au père, on va le dire comme ça. C'est possible. Toujours est-il que j'ai toujours voulu faire ça. Côté français, j'avais un grand-père qui était un véritable héros de la Première Guerre mondiale et qui, de temps en temps, venait le dimanche et, une fois sur deux, à la fin du repas, hop, et c'était reparti sur ces histoires. Il racontait sa Première Guerre mondiale, un truc incroyable, quoi. Le gars, il était de la promotion, de la classe 1913. C'est-à-dire qu'il s'est tapé toute la guerre, en fait. Donc il était sergent dans l'infanterie coloniale. Et j'écoutais, moi j'étais tout gamin, quoi, j'écoutais, puis à un moment il racontait comment ils avaient massacré un escadron du Ulan à cheval à coups de mitrailleuses, il était chef d'un groupe de mitrailleuses, donc ça c'était au tout début de la guerre, à la fin de la guerre, donc c'est pas toute la guerre, hein. En 1918 il était à Reims, bloqués dans une cave Champagne avec des tirailleurs sénégalais, et ils ont été assiégés dans un truc de Champagne, donc ils se sont nourris au Champagne tout en étant bombardés par les Allemands. Il a fait le premier jour de la bataille de la Somme, c'est un massacre absolu, le premier jour de la bataille de la Somme. Il a, avec un capitaine tout seul, ils sont descendus dans des souterrains, ils ont fait prisonnier 80 Allemands à 2. Un peu plus tard, ils se sont battus contre un bataillon de pionniers d'assaut, de lance-flammes allemands. Enfin, et donc j'écoutais ça. Waouh. Je dis, Pépé, Pépé, il a envoyé du bois quand même. Il racontait ça, mais comme il racontait ses parties de pêche, quoi. Ça a eu de l'effet par la suite. D'abord parce qu'après, je suis devenu un peu un historien de la Première Guerre mondiale. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Et ça m'a intéressé aussi sur le fait de me dire, mais qu'est-ce que c'est que véritablement, qu'est-ce que c'est que le combat, quoi. Comment on voit les choses au combat, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Et donc bref, je veux être militaire, je veux être soldat, plus précisément, c'est pas tout à fait pareil. Je veux être soldat, je veux être combattant. Je sais pas très bien encore ce que ça peut représenter en France. J'ai une de mes sœurs qui devient sous-officier, là je suis adolescent. J'ai une scolarité très fluctuante en fait. J'aime pas beaucoup l'école, j'aime beaucoup travailler tout seul, hein, mais j'aime pas du tout les cadres scolaires. Je me fais virer, je me retrouve, pour l'anecdote, à faire ma 2e terminale à un Bétaram, donc un lycée, un collège et un lycée qui depuis sont beaucoup plus sont connus pour de mauvaises raisons, mais où finalement bon, ça se passe très bien. Et ce qui me permet d'ailleurs, je m'en sors très bien, et ce qui me permet après, j'arrive à 18 ans, bon ok, je me présente au centre de formation de l'armée de terre, je dis bon voilà, je veux être commando. Et attendez, vous avez un bac là, un bon bac et tout, vous pouvez peut-être faire carrière d'officier. Ah bon, comment on fait? Il faut essayer de préparer le concours de Saint-Cyr. Ah bon, comment on fait? Il faut aller dans une corniche, donc ok, présente un dossier, hop, et je suis pris à Aix-en-Provence pendant 3 ans,
où je prépare le concours de Saint-Cyr. En fait, à nouveau, je m'ennuie terriblement quoi, en préparant. Moi, je ne rêve que de plaies et de bosses, donc je saute sur tout ce qui est militaire dans cette période. Je fais des préparations parachutistes, je fais 3 préparations militaires supérieures, tout ce qui est mili. Je discute avec tous les anciens. Et en plus, je me dis, mais à quoi ça sert putain ? À quoi ça sert ? En quoi le fait de connaître la versification de Rodogune, de Corneille, si je me souviens bien, c'est utile pour être officier ? Ça, j'ai toujours pas la réponse. Hein. Bref, ça me branche pas du tout. Et donc, au bout du compte, je rate le concours. Et là, j'ai dit, OK, maintenant, ça suffit. Allez, on passe aux choses sérieuses. Je vais rentrer vraiment maintenant dans le dur. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a vraiment de dur à ce moment-là dans l'armée j'envisage de m'engager comme marsouin parachutiste au 1er PIMA. C'est possible. Et puis, il y a une petite mode aussi au collège, à Aix-en-Provence, c'est d'aller plutôt à l'école d'infanterie, au groupement de qualification de sous-officiers, donc le truc qui forme les chefs de groupe de combat d'infanterie, et qui a une réputation d'être dur, d'être le truc qui est le plus dur en France, probablement à ce moment-là, quoi. Bon, je dis OK, banco, je vais là-bas. Et effectivement, de ce point de vue, je n'ai pas été déçu. Parce que, allez, on est parti on était 180, je crois, au départ. On a terminé, au bout de 10 mois, on était 65. Et entre-temps, il y a eu tout un processus darwinien d'élimination par la pression, par l'humiliation, il faut bien le dire, par la brimade, enfin, c'était dur, quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Mais, bon, finalement, j'apprends mon job, hein, on bosse quand même pas mal. On me remet mes galons de sergent par le général Gagé, c'est un ancien chef de commando Cobra en Algérie. Et puis après, bon, une mauvaise histoire de bagarre au bon moment, au mauvais moment, au mauvais endroit, fait que je me trouve déclassé, hors classement au GQSO, et je me retrouve au sergent, chef de groupe au 170e régiment d'infanterie, actuel régiment de tirailleurs, régiment d'infanterie mécanisé dans les Vosges, où là je passe 4 ans. 4 ans, un peu ingrat, quoi. Donc là, je mène la vie de sergent, chef de groupe. On est dans l'ancienne armée, quoi. Hein. C'est un régiment d'appelés. Donc je me tape tous les réfractaires, tous les mythomanes, tous ceux qui veulent échapper au service. Je me tape aussi. Le sous-officier adjoint dans ma section est alcoolique, il va finir par déserter d'ailleurs. Enfin, je me heurte par exemple, il y a des bandes, à un moment il y a une bande d'appelés antillais qui font régner un peu leur loi, leur terreur dans une compagnie, quoi. Et ça aboutit d'ailleurs à une bagarre dans l'ordinaire du régiment, une bagarre digne d'un film, quoi, hein, où je me retrouve tout seul face à 6 ou 7 antillais. Donc c'est assez violent, c'est assez dur. Il y a une embellie, il y a une éclaircie quand même, c'est que dans tout ça, on fait partie des toutes premières missions extérieures qui sont menées par des régiments d'appelés en France. Et donc là, je pars 6 mois en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est en 1985-86, c'est au moment des événements, et on part avec ce qu'on appelle à l'époque des VSL, donc des volontaires service long, donc déjà c'est plus les appelés, c'est des volontaires, et on part en Nouvelle-Calédonie pour faire la protection de sites, à un moment qui est assez tendu, quoi, hein. C'est assez violent quand même, la Nouvelle-Calédonie à cette époque. Mais c'est une mission quand même assez sympa, quoi. Le territoire est assez sympa. Je commence un peu à découvrir parfois un peu la complexité du monde, c'est-à-dire que très concrètement, sur place, c'est avec ce qu'on appelle les caldoches, c'est-à-dire les blancs sur place, qu'on a des difficultés, hein. C'est avec eux qu'on a des problèmes qui nous sont plus hostiles, beaucoup plus que les Mélanésiens, les Kanaks, qui sont censés être quand même un peu les méchants dans l'affaire, notamment les indépendantistes. Mais bon, voilà, ça se passe, une belle mission malgré tout, la première que je fais. Après, j'essaie de m'échapper du régiment, je fais plein de trucs. Je fais des stages commando. Je me dis, tiens, allez, je vais faire un 2e niveau commando. Donc, c'est un mois à Montlouis. Voilà, donc c'est un truc, on passe
un truc assez chaud. Et je n'avais pas percuté que, en fait, c'était le même stage que celui que j'avais fait lorsque j'étais au GQSO, à la fin du GQSO, où on fait un stage à Montlouis, commando. Et là, mais ça avait changé d'appellation, ça avait changé de structure, donc je me porte, je dis tiens, ça sert pas mal ça. Je me porte volontaire, j'y vais, et je refais 2 fois le même stage commando. Bon. Et au bout du compte, ma seule échappatoire se fait un peu par le haut. C'est-à-dire que je passe le concours de l'école militaire interarmes, donc un concours interne d'officier, que je passe tout seul, dans mon coin. Je refuse toute aide, je sais bien le concours. Et donc voilà, donc je me retrouve maintenant, je change de dimension et je me retrouve à l'école militaire interarmes. D'abord, c'est un peu une période assez cool pour moi, parce que là, je suis dans un environnement que j'aime. Même si je me pose aussi beaucoup de questions sur ce qu'on fait. Et là aussi, je me dis, bon, voilà, je tape des trucs, des études de droit administratif, machin, truc, attendez. Je demande, je dis, mais à quoi ça sert? On me dit, bah, tu verras plus tard. Bon, maintenant, je vois. Maintenant que je suis beaucoup plus tard, je me dis, ça ne sert à rien. Très clairement, ça fait perdre du temps. Mais bon, j'aurais préféré passer, donc ça dure 2 ans, donc 1 an quasiment à faire que de ce qu'on appelle de la pompe. Mais bon, malgré tout, je sèche énormément de cours. Alors de temps en temps, je me fais choper, donc je prends des pains, donc j'ai plein de jours d'arrêt école. Mais ça me permet de bosser tout seul, de mon côté, et au bout du compte, de sortir major de l'école. Donc je suis major, première année, porte-drapeau, je suis major à 2e année, je sors bien, ça me permet de... donc c'est quand même assez cool. Ça me permet de choisir ce que je veux, quoi, comme spécialité. Et à la fin, j'ai dit, bah voilà, moi je veux être fantassin de marine. Donc je veux être dans un régiment professionnel. Un truc qui part à l'étranger, qui fait des interventions. Et à ce moment-là, globalement, c'est soit la Légion, soit les troupes de marine, quoi. Et bon, Légion, ça me branche pas trop. Quand j'étais à Aix-en-Provence, j'ai fait un stage de Légion. J'étais légionnaire pendant 2 semaines, quoi, dans un camp. Donc j'étais binômé avec le caporal Joe Dalton. C'était son vrai nom, enfin son nom de légionnaire, dans un camp, c'était très sympa. Mais j'ai dit non, Légion c'est trop rigide pour moi. Troupe de marine, parce qu'en plus, quand on est Aix-en-Provence, on faisait toute notre préparation militaire à Fréjus, à côté du 21e régiment d'infanterie de marine. Et il dit, ah, ça c'est quand même cool comme régiment. Et donc ça, c'est une vie qui me va bien, quoi. Vie de soldat professionnel. Grande liberté d'action, grande liberté de malheur, on voyage, on intervient, enfin bon. Et puis surtout, on est en famille, quoi. Je veux dire, on est entre soldats professionnels, volontaires. Et donc, à l'issue de toute de ce cycle de formation, donc 2 ans à l'UMIA, 1 an, donc on part. Je reviens à Montpellier à l'école d'infanterie, cette fois préparé comme chef de section, et je choisis le 21e régiment d'infanterie de marine à l'issue, où je deviens chef de section. Et là, c'est assez sympa. C'est à une époque, donc là, je sors de Montpellier, j'arrive au 21, on est en 1991, et on a changé, à ce moment-là, on a changé d'époque, véritablement, quoi. La période précédente, c'était encore la guerre froide, hein. C'est-à-dire quand j'étais au 170e régiment d'infanterie, on se préparait tous les jours à combattre en Allemagne, on faisait du combat mécanisé. Je suis fantassin, hein, donc je commande un groupe de combat d'infanterie, mais en plus je suis mécanisé, c'est-à-dire qu'on a un char, un AMX 10P à cette époque, dans lequel on rentre tous, on est 11 à l'intérieur du char, qui a une grosse tourelle, avec un canon mitrailleur, tout ça, et voilà, et donc ça, on évolue en tout terrain, avec, dans le régiment, à ce moment-là, il y a aussi des chars lourds de bataille, des AMX 30, et le combat mécanisé, c'est ça, c'est le combat de haute intensité, type Seconde Guerre mondiale, quoi, hein, et on est dans l'Est, et on est à peu près persuadé qu'on va se cogner les soviétiques à un moment donné, quoi. Et en plus, avec en fond une ambiance nucléaire, hein. Il faut comprendre l'ambiance de ce moment-là qui a tendance peut-être à revenir un peu maintenant, mais à l'époque, c'était un peu notre quotidien, quoi. Quand j'étais à Aix-en-Provence, j'étais allé on avait fait un voyage à Berlin-Est, donc j'étais en train militaire, j'avais traversé toute l'Allemagne de l'Est,
Alors on fermait les rideaux lorsqu'on passait près des bases soviétiques. Donc évidemment, nous on regardait quand même. Voilà, vous voyez des parcs de chars qui étaient alignés, qui étaient prêts. Et là, je dis, ça va être quand même chaud, quoi. Hein. Je suis allé à Berlin-Est, j'ai franchi le mur de Berlin à Checkpoint Charlie. J'ai vu ce que c'était que Berlin-Est début des années 80, quoi. Donc c'était un truc tout grisouille, il n'y a pas de... Il n'y a pas de publicité, forcément. Très militarisé, pas de voiture. Ça paraissait très vite, plein de militaires dans les rues. C'était une ambiance quand même assez étrange, quoi, très particulière. Mais voilà, donc ça c'était vraiment la guerre froide. Et puis, hop, on change. 1989, chute du mur. 91, l'URSS s'effondre. Et là, on bascule dans un truc complètement nouveau, dans un monde complètement nouveau, quoi. Et le 13 juillet, par exemple, 13 juillet 1990, je suis porte-drapeau de mon école. À côté de moi, il y a le porte-drapeau de l'école de Saint-Cyr, qui est l'actuel général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Donc on se connaît bien. Et le chef d'état-major de l'armée de terre de l'époque nous dit, regardez, il vient nous voir, puis on parle, et puis il nous dit, regardez, on a un modèle d'armée qui est vachement bien, prêt à tout, on a une force nucléaire, on a un corps blindé, mécanisé, prêt à combattre en Allemagne, défendre la frontière, et on a un petit corps de professionnels pour aller faire des interventions, donc tout est prévu, tout est parfait. Et puis 2 semaines après, je crois, l'Irak a envahi le Koweït, et là on a dit, bon les gars, on va faire la guerre à l'Irak. Ah, et comment on fait? Et c'était pas du tout prévu, quoi. Et donc tout notre modèle d'armée en fait a été pris complètement en défaut à ce moment-là, quoi. Et véritablement rentré dans un autre monde. Et c'était un monde notamment où on allait beaucoup intervenir, on allait beaucoup voyager. C'était déjà un peu le cas dans le passé. Il y a eu un certain nombre d'interventions en Afrique, au Tchad en particulier, Kolwezi, etc. Mais finalement assez limitées. Et là, par contre, c'est l'explosion des interventions. Alors, ça commence avec la guerre du Golfe, que je ne fais pas, en 1990-91. Mais quand j'arrive au 21e régiment d'infanterie de marine, je commande une des sections qui en revient, et qui est montée à l'assaut notamment sur une des positions irakiennes, la position fort Rochambeau. Et ce qui fait que d'ailleurs je commande peut-être une des sections les plus décorées de France à ce moment-là. Arrivant au 170e régiment d'infanterie, par exemple, je regardais comment on faisait du sport, et j'arrive au moment où on fait des tests annuels. Et je vois des tests sportifs où il y a par exemple du saut en hauteur, on fait du lancer de poids. Et donc je vois des sous-officiers qui sont physiquement qui sont des bêtes, quoi, et puis qui sont devant, il n'y a pas plus technique que du saut en hauteur, quoi, et qui sont comme des cons devant. Et je me dis, mais putain, pourquoi on fait ça, quoi? Pourquoi on fait ça? Je veux dire, ça n'a strictement rien à voir avec l'effort véritablement que l'on fait au combat. C'est une époque où en sport, par exemple, on ne fait plus que courir, on ne fait plus que du footing. Puis quand j'arrive comme chef de section, je dis, écoutez les gars, on va tout remettre à plat, on va bosser, vraiment. Et donc, quelque chose dont je suis très fier, par exemple, c'est que je remets à plat toutes les méthodes de combat du chef de groupe. Je lui dis, écoutez, voilà, moi j'ai été chef de groupe de combat d'infanterie. La manière dont on commande, on a découpé toutes les tâches du chef de groupe d'infanterie et on a donné à chaque fois des checklists, ce qu'on appelle des cadres d'ordre. Et pour chaque situation, on s'est dit, voilà, super, telle situation, checklist, toc, 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 il applique l'ordre. Je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, en situation de combat, sous le feu, on n'a absolument pas le temps, la pression de sortir la checklist, et de toute façon, on les oublie. Et donc, je remplace tout ça, et ça, c'est mon expérience de chef de char mécanisé, donc où j'étais à la fois chef de groupe de combat et en même temps j'étais chef de char avec des écouteurs où je suivais tout ce qui se passait, où il fallait parler très vite à la radio, pas encombrer le réseau radio, donc il fallait être très percutant quand on combat en véhicule blindé, quoi. Et donc j'ai dit, on va faire pareil. Donc je remplace tous les cadres d'ordre par un seul, qui est celui en réalité qui est appliqué par tous les chefs de char de France et de Navarre. Et je m'aperçois que ça marche très bien et que ça simplifie très largement le combat du groupe et que ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis je continue comme ça à travailler. Et puis surtout, 21e RIMAS, c'est le début de vraies opérations extérieures. Et la première étant, donc on est toujours dans ce contexte un peu
de police du monde, quoi, hein, les années 90, c'est le nouvel ordre mondial, et donc voilà, on part un peu partout dans le monde, dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant, hein. Donc il y a une opération en Somalie, les mecs qui vont au Cambodge, les mecs, et moi je me retrouve au Rwanda avec ma compagnie du 21e RIMA, c'est l'opération Noroi, et donc c'est en 92, c'est le moment où le Front patriotique rwandais, qui est hostile au gouvernement et qui est basé en Ouganda, lance une offensive dans le nord du pays. Et donc nous, en fait, on va en soutien de l'armée rwandaise qui est dans le nord. Et donc c'est une mission qui est assez sympa. C'est une mission secrète, hein. On est censé être dans la capitale, prêt à évacuer les ressortissants en cas de problème, etc. En réalité, on est dans le nord du pays. Et on est avec l'armée rwandaise et on tape sur le Front patriotique rwandais. Alors plus précisément, la mission elle est plutôt en deuxième échelon, donc je suis basé dans un village rwandais où je tiens, c'est un carrefour de pistes, et je suis tout seul à ma section et je vis dans le village. Hein, et là, de temps en temps, alors je ne vais pas tirer un coup de feu, dans cette mission, mais je fais des trucs sympas, c'est-à-dire qu'à un moment, on m'envoie en patrouille dans toute... C'est une région quand même qui est très sauvage, toute la région des montagnes volcaniques, c'est le pays de Tarzan, quoi, hein, toute cette région. Donc à un moment, on fait une patrouille, je tombe nez à nez avec des gorilles, quoi. Je suis avec mes marsouins, et boum, on tombe sur une famille de gorilles, quoi, gros gorilles, le dos argenté, donc le papa, donc je me rappelle, à un moment il a faim, donc il y a une grosse branche comme ça, puis pouf, il casse la branche comme ça, puis et il s'envoie le truc, et nous on est face à face, je dis bon, surtout ne pas l'énerver. Et puis en plus j'ai un petit qui vient, qui est en train de me secouer la jambe. Mais et donc il y a des trucs incroyables, hein. J'arrive dans un village, mais je crois qu'ils n'avaient jamais vu. D'homme blanc, quoi, dans ce village. Tout le monde arrive au Mozungu. Waouh. Et même à un moment, je suis avec ma section, on se poste à un endroit, je dis allez, on va surveiller cette zone. On s'installe, donc on commence à creuser des postes de combat. On dit voilà, on va tenir la position. La nuit tombe et commence à tomber, quoi. Et puis à un moment, j'ai un gars qui m'appelle, il me dit mon lieutenant, je crois qu'on a un problème. Je me retourne et là je vois, je sais pas, une cinquantaine de petits mecs en pagne avec des arcs. Des arcs et des flèches qui sont face à moi, quoi. Et là je dis waouh, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc c'est le genre de truc, une situation qu'on n'a pas forcément, sur laquelle on ne s'est pas forcément entraîné au cours d'éthique et déontologie à Kouet-Kidan ou dans de la formation militaire. Comment je fais face à une tribu de mecs dont je ne parle évidemment pas la langue. Et puis donc là on commence à partir dans les trucs, et les mecs ils tapent par terre. Et puis j'arrive à comprendre qu'en fait je me suis installé sur un endroit qui est un peu sacré pour eux. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc je suis en train de commettre un énorme sacrilège et que je suis à deux doigts d'un massacre général, voilà, parce que j'ai mis les pieds sur un endroit un peu magique. Donc on négocie en douceur, en essayant que ça ne se termine pas en massacre. Et effectivement, on évacue la zone à ce moment-là. Je dis tiens. Bon, voilà. Et après, donc je reviens sur ma base. L'instituteur du village qui vient me voir me dit voilà, merci les Français, vous êtes là. On sait que voilà, tant que vous êtes là, on est en sécurité. Quand vous n'êtes pas là, c'est dangereux. C'est important d'ailleurs pour ce qui va se passer ensuite au Rwanda. Hein. Il dit voilà, quand les Tutsis vont arriver, ça va être terrible pour nous. Déjà, ça a été chaud. L'armée zaïroise était intervenue dans le pays, ils avaient tout pillé, ils avaient tout cassé. Et le mec m'a dit voilà. Français, vous, on est content que vous soyez là, quoi. Et puis moi, je leur dis, écoutez, voilà, vous inquiétez pas, on vous protège. Juste à ce moment-là, juste après, j'ai un gars qui vient me voir, me dit, voilà, je suis député là, dans le Nord, comme ça, et j'ai entendu dire que le FPR allait monter une offensive sur vous ce soir. Waouh. Donc, je rends compte immédiatement, et là, je reçois un ordre, il me dit, voilà, tu dégages tout de suite de ta position, tu vas escorter la batterie d'artillerie, parce qu'on avait deux batteries franco-rwandaises, concrètement, qui étaient commandées par des gars du 35e régiment d'artillerie de parachutistes, très bon au passage, et donc ils étaient en train de se replier. Et on me dit, voilà, tu dois vite protéger leur repli à tel endroit. Bon,
je fonce, j'avais 20 minutes pour être sur place, donc on était dans des camions, des pick-up, des trucs civils, enfin on embarque en vrac dans le truc et puis ouf, on fonce. Je passe devant, donc toute la section passe et s'enfuit. En gros, quitte la position devant le gars à qui j'avais dit qu'on ne l'abandonnerait jamais. J'arrive sur la position qui est évidemment pas la bonne. On m'a donné une mauvaise position. Et là, on m'appelle, on m'a dit ouais, le FPR va attaquer ta position, reviens tout de suite. Waouh! Donc je reviens sur ma position. Donc le même instituteur qui nous a vu fuir, revenir en vrac, je mets tout le monde dans le dispositif. Après bastonner, là, on distribue les munitions, on a des postes de combat. Je me dope, je crois que je prends 4 guronzans, truc un excitant là, donc là, je pars et à un moment, il y a le capitaine adjoint qui vient me voir et qui me dit, bon bah écoute, on va faire des patrouilles. Tu vas faire une patrouille jusqu'à la section qui est à X kilomètres plus loin. Je dis, bah attendez, vous êtes sûr là, de nuit, on ne connaît pas le terrain, en pleine jungle. Ouais, t'inquiète. Bon, ok, donc je fais la première patrouille. La carte, à l'époque il n'y a pas de GPS, il n'y a rien, quoi, hein, donc une carte à peu près comme je pense que j'aurais eu la carte de la ville de Brest, ça m'aurait été plus utile. Donc évidemment je me paume avec mon groupe, je me paume dans la forêt en plein milieu du dispositif FPR. Et là j'ai dit oh là 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 là, putain, les mecs tombent dessus, ça va être une catastrophe, ça va être une boucherie. Je reviens, je recalcule mon truc, je repars, je me repaume, truc. Ok, allez, j'arrête. Je reviens, je désobéis aux ordres, voilà, il n'y aura pas de patrouille. De toute façon, le capitaine, lui, il s'est endormi, alors qu'on est censé être attaqué quand même. Ok, je m'installe au poste de combat, j'attends la guerre, et puis à un moment, c'est les effets du gonzan tombent, et là, boum, je m'effondre, je m'endors, puis je me réveille un peu quelques temps plus tard, le jour est tombé, enfin le jour est arrivé. J'appelle mon adjoint, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont attaqué là. Et ce con, il me dit, ouais, mais on s'est occupé de tout, j'ai pas voulu vous réveiller, on s'est occupé de tout. Je dis, oh putain, t'es con. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que les batteries d'artillerie françaises ont cassé l'offensive avant. C'était notre arme fatale, hein, les deux artilleurs. Je les escortais de temps en temps. Et j'étais assez impressionné par le professionnalisme des gars du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Là. On s'était déplacés, les tirer, matraquer les positions toute la journée. Puis on se déplaçait de nuit, et de nuit sans une lumière. Au moment, c'était replacé. Ils avaient placé toutes les batteries prêtes à tirer sans une seule lumière de nuit. Et les batteries étaient prêtes au tir le lendemain, quoi. Et c'était à côté, il y avait une compagnie d'ailleurs d'infanterie rwandaise. Et je me souviens très bien parce que le capitaine qui vient me voir me dit voilà, on va monter à l'assaut tout à l'heure. Je suis mort de trouille. Est-ce que vous pouvez me dire si mon dispositif est bien, quoi? Je dis wow, bon, ok, donc je vais le voir, je vais lui donner un coup de main, puis je tombe sur les mecs qui étaient des pauvres mecs qui avaient été embarqués là-dedans, mobilisés de force et qui étaient en train de mourir de trouille parce qu'ils allaient attaquer le lendemain, quoi. Et bon, ils n'étaient pas équipés, enfin bref. Et effectivement, ils ont attaqué le lendemain, ils se sont fait massacrer. Et moi, j'étais derrière, et bon. Et bon, on n'a rien fait, quoi, à part les appuyer par l'artillerie. Donc c'était le Rwanda, quoi, une mission quand même un peu particulière. Au passage qui n'existe plus, puisque l'opération Noroît n'est même plus dans la liste officielle des opérations, parce que bon, est devenue une opération un peu honteuse. Mais voilà, c'était quand même première expérience opérationnelle un peu forte quand même. Mais comme on est d'éternels voyageurs, un soldat français moderne, c'est un voyageur, hein, et donc quelques mois plus tard, toujours dans la même compagnie, je suis toujours le chef de section, et le capitaine Tanguy, qui commandait la 2e compagnie à ce moment-là, nous rappelle un soir, il nous dit bah, écoutez les gars, changement de salle, changement d'ambiance, dans une semaine on est à Sarajevo, assiégé.
Très bien. Et Sarajevo, effectivement, à ce moment-là, c'est la guerre, guerre civile en ex-Yougoslavie. La Yougoslavie éclate complètement. Il y a tout un enchaînement de petites guerres d'indépendance. Et à ce moment-là, le gros du sujet, c'est ce qui se passe en Bosnie, où il y a une république bosno-serbe qui s'est imposée à l'intérieur de la Bosnie et qui s'oppose, aidée par la Serbie, et qui s'oppose évidemment au gouvernement bosniaque, et qui est en réalité le plus fort, et en fait assiège toutes les grandes villes de Bosnie, dont la capitale Sarajevo. Et donc c'est à ce moment-là, on ne parle quasiment que de ça, quoi. Dans les actualités, c'est le siège de Sarajevo a commencé déjà depuis 1 an. Et là, la France, à ce moment-là, donc là on est au mois de juin 1993, la France a décidé de faire un geste politique. Elle a dit voilà, on pousse à la mise en place de zones protégées par les Nations Unies, des villes en fait, toutes les villes assiégées seront protégées par les forces des Nations Unies. On verra d'ailleurs dans certains endroits avec quel succès. Nous, Français, nous faisons un geste et nous envoyons tout de suite en bataillon à Sarajevo. D'accord ? Le ministre de la Défense de l'époque, c'est François Léotard, maire de Fréjus, et François Léotard annonce à la télé, moi j'envoie le 21e régiment d'infanterie de marine. La plupart des familles ont appris qu'on partait à Sarajevo par le journal de 13h, quoi, et pas par la voie officielle. Bon. Donc on nous appelle, on dit voilà, on a une semaine. En plus, la compagnie à laquelle j'appartenais allait servir de harpon. C'est-à-dire c'est le détachement avancé d'avant-garde qui va arriver sur place, qui va sécuriser la zone et qui va attendre le gros du bataillon qui va arriver quelques semaines plus tard. Et le gros du bataillon est formé par 3 compagnies du 21e RIMA. Il y aura une compagnie de Légion de génie qui va se rajouter et une compagnie du 1er SPAI de blindés qui va se rajouter également à ce bataillon. Et donc nous on part, mais on part en une semaine, quoi. Donc aucune préparation, on est fin juin, on part complètement à l'arrache. On n'est pas... je me dis, voilà, quand je vois après la préparation qu'il a fallu pour partir en Afghanistan, etc., je dis on nous envoie comme ça en une semaine. Donc j'ai des gars qui sont, à ce moment-là, qui sont mutés outre-mer. Et donc ils me rappellent et me disent non, attendez, moi je ne veux pas partir outre-mer, je veux partir avec vous. Et donc on est obligé de faire appel à la direction des personnels pour annuler des mutations. Enfin, c'est un bordel incroyable. Mais on y va. Et en plus, on part avec tous nos équipements. Donc, on part avec nos blindés, nos véhicules blindés, donc les fameux VAB, véhicules de l'avant blindés, qui est un peu la bête de somme en gros, de l'infanterie française à ce moment-là. Donc, véhicules blindés à roues. Et donc, on part avec eux, quoi. Donc, on embarque sur les bateaux, gros bateaux. On embarque, il y a quasiment des trucs qu'on récupère en montant sur les bateaux, quoi. Nos casques, le nouveau casque bleu, donc forcément, puisqu'on est une force des Nations Unies, mais en Kevlar, les Minimi, les mitrailleuses légères, on les a quasiment en montant sur le bateau, donc on apprend à les tirer depuis le bateau en tirant sur les sacs sur des poubelles, et on arrive, on débarque Split, port de Split, et puis après on arrive en véhicule, on traverse toute la Bosnie en guerre, ça se passe rien, et puis on arrive à un moment, donc on arrive en véhicule à Sarajevo. Et là, il y a une sorte de virage comme ça, et puis on tombe sur l'entrée de la ville, et là, il y a tout un quartier qui est entièrement détruit. Il y a un quartier pavillonnaire à la sortie de la ville, qui est ravagé, en ruine, quoi. Et là, waouh, quand même. Et donc on pénètre dans la ville. Là, on arrive à côté de l'aéroport, qui est à ce moment-là tenu par un bataillon qui est formé par le 2e régiment étranger de parachutistes, qui va être relevé par le 2e régiment étranger d'infanterie, donc de Légion. Et là, je tombe sur un camarade de promotion, qui est au 2e REP, et qui me dit, écoute, voilà, on va vous guider jusqu'à votre emplacement, qui est une patinoire qui est dans la vieille ville de Sarajevo, à l'autre bout. Patinoire parce que c'est le seul endroit qui est à la fois protégé et qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Donc ok, c'est parti. Et donc là on traverse la ville, on traverse notamment tout ce qu'on appelle Sniper Alley, Sniper Avenue, qui coupe la ville tout en deux.
Et moi, ce qui me frappe, d'abord, c'est une ville vide, évidemment. Tout le monde est planqué. Alors, évidemment, il y a 200 000 personnes qu'on ne voit pas. C'est une ville silencieuse, donc il n'y a rien. C'est vide, il y a juste quelques véhicules militaires qui circulent. Le seul bruit qu'on entend, ce sont les obus. Et là, on rentre dans un truc, c'est les balles et les obus. Donc pendant 6 mois, je vais entendre tous les jours des balles et des obus. Il y a en moyenne 350 obus qui tombent sur la ville chaque jour, en moyenne. Lorsqu'il en tombe moins de 250, sur le compte-rendu, il y a marqué « journée calme ». Voilà. Et quelques jours après qu'on soit arrivé, ils vont tomber 3800, je crois que ça va être le record. Et donc on entend boum boum des obus, ok. On arrive sniper alley, très bien, c'est un des seuls endroits où on peut nous accueillir, mais c'est super mal placé en fait. D'abord c'est à quelques centaines de mètres du quartier serbe, dit de Korbavica, donc sur la ligne de front, donc on est dans l'axe de tir des snipers serbes, sur la ligne de front à quelques centaines de mètres de nous, donc quand ça se cartonne entre bosniaques et serbes, ben, on en prend aussi un petit peu nous, et puis surtout, on nous a placés au milieu de la 10e brigade de montagne, qui est en réalité une brigade mafieuse. C'est-à-dire, ce qu'on ne dit pas à l'époque, c'est que notamment la vieille ville, est occupée par des mafieux. Donc c'est des gros bandits qui se sont révélés pendant la guerre. Il n'y avait pas d'armée bosniaque, hein, donc c'est un truc qui s'est créé comme ça. Et donc il y a des gars qui se sont révélés, quoi. Et parmi eux, par tous ces bandits, il y a le plus terrible de tous, qui s'appelle Tsatso, qui était un guitariste un peu proxénète avant la guerre, et qui se révèle être Pancho Villa, quoi, et qui est à la fois un mec super courageux, hein. J'ai vu monter à l'assaut sur une colline et en prendre plein la gueule avec sa brigade, mais qui est un pur bandit, quoi. Et juste avant qu'on arrive, il a égorgé le fils du chef de la police de Sarajevo, pour montrer que voilà, il était complètement indépendant, et de temps en temps, par exemple, il faisait il rackettait les habitants de la ville. Donc je rappelle, la ville assiégée, hein, donc la ville assiégée, donc les habitants qui en prennent plein la gueule, et qui en plus se font piller, matraquer par tous les mafieux du coin. Et avec l'argent qu'il récupère, il achetait des munitions aux Serbes, contre qui ils se battaient. Et là, je dis, waouh, bienvenue dans un autre monde, complètement surréaliste, complètement fou, et complètement sordide en réalité aussi. Hein, et donc nous, on se retrouve au milieu de ce truc. Bon, on arrive, on s'installe, on fait une chaîne, je me rappelle, on prend nos marsouins, donc on a le camion qui arrive, qui s'aligne, hop, on descend, on décharge tout de suite les matériels pour les mettre à l'intérieur de la patinoire. Moi, je vais à l'intérieur. Et je regarde un peu, je fais la reconnaissance, je reviens, et là j'arrive dans la patinoire, et là je vois un mec étendu dans une grande barre de sang, quoi. Et autour de lui, au-dessus de lui, il y a le médecin qui essaie d'arrêter l'hémorragie, il y a l'adjudant d'unité, l'adjudant-chef juge, qui est là aussi, qui l'aide. Et en fait, c'était un des conducteurs qui était dans son camion, et là, boum, il se fait tirer dessus, et il prend une balle dans la gorge. Il descend de son camion, et là, il y a deux marsouins qui le prennent en compte, qui l'amènent à l'abri, ils font les premiers soins, et le toubib arrive à ce moment-là, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'on a tout autour de nous des gars qui nous veulent pas du bien, quoi. Alors c'est toujours très compliqué de savoir dans l'ambiance, est-ce que c'est nous qui sommes visés, parce que c'est une zone de combat permanent, quoi. Et là, oui, très clairement, c'est nous qui sommes visés, quoi. C'est-à-dire que moi, je sors sur la plateforme, et là, boum, ça tire, ça commence, je vois des rafales qui tirent dans les murs. Et waouh, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc, un de mes copains lieutenants avait déjà récupéré tous les tireurs d'élite. Moi, je fais pareil. Et là, je pense que en fait, j'ai vu le gars qui était blessé, ça a déclenché un truc que j'étudierai par la suite beaucoup plus profondément, qui est le processus de transformation des individus sous le feu, quoi. Processus de mobilisation. C'est-à-dire concrètement, il y a l'amygdale cérébrale qui est au milieu du cerveau, qui a dit attention danger, là je renvoie la sauce, et donc l'adrénaline, et je vais te transformer en super-héros. Très vite, donc d'un seul coup, plus fort, tout passe, on pense plus vite, mieux, les sens sont aiguisés, même s'ils sont souvent un peu tunnelisés, mais d'un seul coup, on a un surcroît de capacité, mais
dans la seconde qui suit, pratiquement, on doit répondre à une question très inconsciente, hein, on ne fait pas très clair, mais en gros, la question, c'est est-ce que je suis capable de faire face ? Est-ce que je comprends ce qui se passe ? Est-ce que j'ai les moyens techniques, je suis compétent, j'ai les moyens militaires, voilà. Est-ce que je suis capable de faire face à la menace que j'ai en face de moi ? Si la réponse est oui, normalement, voilà, on reste mobilisé et puis ça se passe. Voilà, en fait, on est un petit super-héros pendant quelques temps, quoi. Si la réponse est non, waouh, je comprends rien, et là, la mobilisation va monter, et va devenir de plus en plus paralysante en réalité avec le temps, quoi. Et donc, à partir de 120 pulsations minutes, on ne sait plus manier, on perd d'habileté manuelle. 140 pulsations minutes, dès que ça commence à monter très, très fort, on ne prend plus de décision. On veut faire plein de choses, hein. On est prêt on obéit très strictement aux ordres, mais on ne sait pas quoi faire. Donc on attend les ordres et on est très content d'en avoir. Ou s'il n'y a pas d'ordre, on va imiter, quoi. Les gars s'enfuient, on va les suivre, les gars montent à l'assaut, on va monter à l'assaut. Et si ça monte très 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 haut, là la menace elle devient interne. En fait, c'est la crise cardiaque qui devient la menace principale pour le corps. Et donc ça aboutit à un phénomène de blocage de l'amygdale. Donc l'amygdale bloquée, comme l'amygdale elle est reliée à la mémoire, parce que c'est là où elle va repérer tous les indices de danger, il faut des références, quoi. Et donc elle est reliée à la mémoire. Et donc en bloquant l'amygdale, on bloque aussi la mémoire. Et donc ça aboutit à, c'est ça le choc, hein, des individus qui sont choqués, c'est les gens qui sont d'un seul coup paralysés devant une scène et qui, au mieux, l'effaceront, au pire, la revivront très souvent. Et ce qui fait que quand on se retrouve comme ça dans une situation de danger extrême, ou situation de combat, pour faire simple, on est tous transformés comme ça, et avec des individus qui sont parfaitement à l'aise, qui sont super à l'aise, qui se sentent même très forts, et puis d'autres qui sont ce que j'appelle les acteurs, et puis d'autres qui sont un peu des figurants, qui sont derrière, qui ne savent pas quoi trop faire, et qui vont suivre. Il y a un étagement, une répartition des rôles qui se fait quasiment toujours de cette façon. Et donc là, quand je suis sur place, c'est mon vrai baptême du feu, quoi. Ouais, je suis un acteur, mais tellement que je suis debout, je donne des ordres, c'est très clair. Donc je prends mes tirs d'élite. Dès qu'il y a un indice, il y a un bâtiment qui est en face de nous et je soupçonne que les tirs viennent de là, je fais tirer sur toutes les fenêtres où je pense qu'il y a quelqu'un. Donc c'est très carré. Et en fait, je suis debout. Donc ça tire, hein, il y a des rafales qui passent à droite à gauche, et en fait je ne m'en rends même pas compte. C'est-à-dire que j'ai occulté complètement la case danger, et je me rends compte en réalité après, quoi. Donc au moment où il y a le chef qui arrive, le chef opération, le commandant Boré, qui dit ok, allez, on se replie. Au passage, pendant que on est en train de se tirer de tous les côtés, il y a les gars qui sont toujours en train de faire la chaîne et de continuer à sortir le matériel, hein. Personne ne leur a dit d'arrêter, donc ils continuent, quoi, alors que ça tire vraiment bien. Et donc, hop, on se replie à l'intérieur. Et là, je dis, ouais, quand même, ça ne va pas empêcher. En fait, c'est une sensation agréable. Hein, c'est ça que et on peut avoir, c'est comme dans les sports extrêmes, hein, on peut avoir envie de retrouver ces sensations, quoi. Dès le lendemain, je vais faire une patrouille un peu autour du site. Et puis, je vois un abribus et je vois une échelle. Un trou, une échelle. Qu'est-ce que je fais ? Fou, je fonce. Je prends un gars avec moi quand même, et puis allez, on va voir ce qui se fait à l'intérieur. Et là, je descends de l'échelle, et là, je tombe, boum, nez à nez, avec des miliciens en face de moi, armés. Peut-être les mêmes qu'ils ont canardé la veille, hein, peut-être. En fait, en dessous, ils font certainement partie de toute façon de la brigade de Tsatso, quoi. Et là, waouh, bon, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'aurais plusieurs situations comme ça, hein, mais... et donc les mecs sont surpris que moi, on se retrouve face à face. Je dis ok, pas de problème. Pardon de vous avoir dérangé. Je remonte l'échelle et j'ai dit bon, là aussi on est passé près quand même près de la catastrophe, quoi. Mais ça va me reprendre quand même assez régulièrement, quoi. Avant d'être vraiment calmé sur ce truc. Et donc ce qui se passe là, on s'installe et là on comprend qu'en réalité on va être assiégé, quoi. Donc il va se passer 15 jours pendant lesquels on va préparer la venue du gros du bataillon.
Et donc, notre mission, c'est globalement de fortifier ce truc, hein, mais pendant tout ce temps, on va être harcelé par les Serbes qui sont en face de nous, mais surtout tous les miliciens de Satso qui, eux, visiblement, ne sont pas très contents qu'on déboule au milieu de leur dispositif, quoi. Et donc, je reçois, donc dès le premier soir, donc il n'y a rien encore, on n'a pas mis en place de protection. Je vois arriver, donc dans la nuit, hein, je vois arriver, là aussi, des scènes. D'abord, je vois des scènes de combat à l'intérieur de la ville. Donc, je vois des gars qui tirent, hein, au lance-roquettes, sur lance-roquettes au RPG-7, hein, lance-roquettes portable, hein, sur des bâtiments qui sont à l'intérieur de la ville même, quoi. Donc, entre Bosniaques. Il y a toute la population qui arrive. Je vois des filles qui arrivent et qui viennent se vendre. On dit, voilà, en échange de boîtes de coca, quoi. Ou d'une ration, quoi. Je vois un gars qui arrive, il me dit, ouais, do you want pick-pick, qui vient de proposer tout un tas de trucs. Et donc c'est toute la misère du monde, une population qui est assiégée depuis 1 an déjà, hein, qui est enfermée dans cet enfer. Et waouh, je me dis, putain, on va faire 6 mois là-dedans. Ça va être long quand même. Et en plus, je reçois pour mission de protéger tout le site contre justement les gars qui nous tirent dessus. Donc le capitaine me dit, allez, tu prends tous les tireurs d'élite, tireurs de précision, on appelle ça maintenant, de la compagnie, et tu nous protèges de ces gens-là. Ok. Et donc, premier temps, on s'installe, j'envoie une équipe de tireurs d'élite dans un casino, face au premier bâtiment où les gens nous avaient attaqués. Et je leur dis, ok, à la moindre alerte, on y va, on se met en place, on crée les emplacements de combat, et puis boum boum, on tire sur toutes les fenêtres du bâtiment. Et en fait, on s'aperçoit qu'on se fait tirer dessus depuis un autre endroit, depuis une autre direction, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas que idiots quand même en face. Et donc ils ont changé de direction, donc je suis obligé de prendre une autre équipe, de mettre en place un autre système d'autres postes de combat face à une autre direction. Et on essaie de les repérer. Alors, on récupère avec des gars du 13e RDP, des régiments des forces spéciales, on récupère une caméra thermique, on observe jour et nuit, on essaie de repérer les tirs, on n'y arrive pas, ça ne marche pas. Et là, je me dis, bon, là, il faut que tu réfléchisses, quoi. Et donc, je commence à entreprendre de manière très scientifique cette affaire. Donc pendant ce temps, on continue toujours à se préparer. On met en place des conteneurs, qui nous vont nous protéger un petit peu quand même, au moins des vues, qui vont gêner au moins les tirs. Mais ça continue à tirer. À un moment, je suis en pleine à l'extérieur, et puis boum, voilà, on se prend des rafales. Tout le monde se planque. Moi, je me retrouve derrière un véhicule blindé. Et là, je me surprends. Donc, ça y est, je remonte en pression. Ça y est, je suis reparti en mode super-héros. Je me souviens encore en train de calculer la vitesse de la balle, si le mec tire, le temps qu'il mettra pour tirer, le temps qu'il mettra pour appuyer, la vitesse de la balle, le temps qu'il mettra pour arriver jusqu'à moi, ce temps, ce délai, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire si je fais tant de pas, et donc à partir de là, où est-ce que je peux aller, etc. J'apprendrai d'ailleurs plus tard que le fait de calculer comme ça, c'est notamment le principe de l'excellente méthode israélienne 6C de déchocage de pression. Ça te permet de diminuer le stress, de diminuer la pression. Mais voilà, je me dis, j'ai un cerveau qui tourne à 100 à l'heure, quoi. Et au bout du compte, bon, je réussis à me sortir de ce truc et je me fais pas flinguer. Mais après, je me dis, mais comment on arrive à choper ces gars-là, quoi. Et je dis, si on n'arrive pas à les voir, on va écouter, on va les entendre. Et donc là, j'ai toujours avec moi le manuel du sous-officier d'infanterie de 1949, où il y a plein de trucs pratiques de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, j'ouvre et je m'aperçois que, bah oui, bien sûr, en fait, une balle, c'est supersonique. Au moins au début, quoi. Après, ça perd de la vitesse et puis ça perd de la puissance. Mais pendant plusieurs centaines de mètres, c'est supersonique. Donc ça veut dire que tout autour de la balle, il y a un son, il y a un bang sonore qui accompagne la balle. Et en réalité, le premier bruit que l'on entend de la balle, lorsqu'on est visé, c'est le bang. Et après, si c'est très près, on entend le sifflement, le vide qui est derrière la balle. Et après, on entend le bruit de départ de la balle, le bruit de la détonation qui va à 300 mètres secondes. Donc si quelqu'un tire à 600 mètres,
on va d'abord entendre le bang de la balle qui passe à côté, éventuellement le sifflement, et au bout de 2 secondes, il y a le bruit du départ qui va arriver. Et donc, quand on est un peu malin, on attend. On se dit pas qu'il y a un tireur juste à côté, non. On attend et on attend le dernier bruit qui va donner le point de départ du tir. Et plus il y a d'écart entre les deux, entre le bang et la détonation, et plus la distance est grande. Et donc je dis, ok, allez, on va apprendre tout ça à tout le monde. Donc je fais des fiches, j'apprends tout le monde, et je mets à toutes les sentinelles, je leur donne des trucs. Donc ça marche un peu mieux, on met tout le monde évidemment sur réseau radio, bon, ça marche un peu mieux, on réfléchit un peu plus vite, mais on s'aperçoit que c'est très compliqué pour désigner les objectifs, d'où ça vient très précisément. Donc je dis, ok, allez, je prends un dessinateur, je prends un gars, je lui dis que tu me dessines tout l'environnement. Et donc le gars dessine tous les bâtiments qui sont tout autour de nous, toutes les fenêtres, chaque fenêtre. Donc je baptise chacun des bâtiments, je numérote chaque fenêtre, je prends le télémètre laser, j'estime la distance de tous les bâtiments qu'il y a tout autour de nous. Je vois ça avec mes tireurs d'élite, on apprend tout ça par cœur. Et je fais des plans, alors je fais des photocopies de ce plan, je mets partout. Et comme ça, chaque fois qu'on a une direction d'origine à peu près du tir, je peux donner des ordres, même à la radio, en disant voilà, tu tires sur Martin 6. Parce qu'au bout entre-temps, j'ai ouvert un grand cahier, et là je note tout. Et chaque fois qu'il y a un tir, l'heure, d'où ça vient, l'impact. Si j'ai l'impact de la balle, je fais l'impact. Je fais comme les flics, je mets une baguette, j'essaie de voir d'où ça vient. Et petit à petit, à force, j'arrive à déterminer d'où viennent les tirs, de quelques emplacements, quoi. Et à partir de là, chaque fois qu'on est emmerdé, boum, je fais tirer sur tous les emplacements. Et à chaque fois, ça se calme. Et au bout du compte, il me faut aller peut-être 10 jours comme ça. Et j'arrive à trouver un système où on arrive à flinguer, à tirer très vite. Dès qu'on est attaqué, boum, ça riposte très très vite. Et dans cette ambiance, alors ce qui est sympa en fait en ce moment-là, c'est que il y a des trucs un peu surréalistes. À un moment, on installe les toilettes, on a les toilettes chimiques, et je ne sais pas pourquoi, elles sont installées à l'extérieur du bâtiment. Alors, elles sont très vite à l'intérieur, mais donc au début, tu rentres dans les toilettes, et tu vois les impacts des balles dans le truc, et tu te dis non, pas ici, quoi. pas comme ça, quoi. Moi, je veux bien me faire flinguer dehors, mais pas à l'intérieur des toilettes, quoi. Et en fait, c'est criblé de balles, quoi. Bon, après, on aura l'intelligence quand même de le mettre à l'intérieur. Une autre anecdote, à un moment, alors, on a droit à 1 litre d'eau et par jour, par homme et par jour. Au passage, en gros, on a droit à une briquette d'eau pour tout. Pour boire, se raser, etc. Donc concrètement, on ne se rase plus. Donc on est sale, on est barbu. Et puis au bout d'un moment, je me dis, tiens, quand j'installe mes tireurs, donc on est forcément en casque bleu, on a plein de contraintes quand tu es casque bleu. Tu n'as pas le droit d'aller des bâtiments, sinon on serait monté à l'assaut directement des bâtiments d'origine des tireurs. Non, on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas le droit d'enlever nos casques bleus, on n'a pas le droit Et donc casque bleu, c'est en gros gyrophare. Je dis, bon, ok, si je ne peux pas enlever le casque bleu, je vais tout mettre en bleu autour de nous. On va se camoufler. Et donc je fais récupérer toutes les briquettes et je fais tapisser, qui sont toutes bleues. Et je fais tapisser tous les emplacements où on se trouve en bleu. Et donc ça devient tout bleu. Et donc on se camoufle comme les bleus nous-mêmes, façon schtroumpf. On se retrouve camouflés nous-mêmes par l'environnement. Et à un moment, on me dit, tiens, tu as droit avec ta section, tu as droit à une douche. À PTT Building, qui est le centre, l'état-major de la force des Nations Unies à Sarajevo. Waouh, super. Mais aller prendre une douche, c'est une opération militaire, quoi. Et donc j'envoie mes pilotes tout de suite courir dans les VAB, chauffer les VAB pour qu'on puisse partir très vite. Je mets en place tous les tireurs d'élite et leurs emplacements. Et puis au coup de sifflet, tout le monde fonce dans les VAB, avec serviette autour du cou. On saute dans les VAB, on fonce à PTT Building, au site, on prend une douche merveilleuse, on revient, sans inverse, redispositif, un sniper, recourir comme des fous. En plus il fait super chaud, donc le bilan de la douche est quand même assez limité, mais psychologiquement c'est assez sympa.
Et donc, on a toute cette période de siège jusqu'à l'arrivée du gros du bataillon. Et là, donc l'arrivée se fait de nuit. Je mets en place un dispositif de sniper. Et donc, tout le gros arrive avec tous les camions, etc. Alors, il faut franchir une rivière, franchir un pont et rentrer dans le site, maintenant qui est protégé. Mais bon, c'est un peu compliqué. Je donne l'ordre à un de mes groupes de combat, du caporal-chef Mokhtar, la mission de récupérer, lorsque le camion rentre dans le site, ils ont des remorques, il faut sortir la remorque, la sortir du camion et la mener dans un endroit particulier, puis le camion lui-même va dans un parking dans lequel on vit. Bon, c'est une mission tout à fait banale, tout à fait simple. Bon. Et puis on commence, premier camion arrive, je regarde, et puis là, donc les gars vont sortir la benne, et puis là, boum, j'entends des tirs quoi, sur eux. Alors ces tirs sont hauts, sont assez précis, ils viennent visiblement de loin, donc là c'est d'origine serbe. Donc je dis, il y a un Serbe qui nous tire dessus. Quoi. Merde. Et là, je ne sais pas du tout d'où ça vient. En plus, c'est de nuit, je n'arrive pas à le choper. On ne peut rien faire. Quoi. Ok. Deuxième camion arrive. Pareil, les gars repartent. Boum, et ça tire. À nouveau. Quoi. Et là, je me dis, ça va être comme ça tout le long. Quoi. Et pendant tout le long, donc je ne sais pas, il doit y avoir une vingtaine de camions au minimum qui arrivent à chaque fois. Et à chaque fois, il y a nos gars qui partent. Ils savent qu'ils vont se faire tirer dessus, qu'ils vont se faire allumer. Mais qui y vont quand même, qui prennent la remorque, qui se font tirer dessus, hop, et qui repartent, ils attendent, deuxième, boum, retire. Et on fait ça, mais 20 fois, quoi. D'ailleurs, ça me stresse tellement que je me sens impuissant, je vais avec eux, quoi. Je veux dire, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Heureusement, personne n'est touché, parce qu'encore une fois, c'est imprécis, c'est de nuit, et puis, un peu plus tard, je prends une bière avec le caporal-chef qui commandait le groupe, et je lui dis, ouais, t'as été courageux, les gars. Et là, il me fait cette réponse absolument merveilleuse. Il me dit, écoutez, voilà, moi, je m'appelle Elhani Mokhtar. Quand je suis dans ma banlieue, je suis que dalle. Je me fais contrôler par les flics, je suis rien. Voilà. Quand je suis au 21e régiment d'infanterie marine, je suis le caporal-chef Mokhtar. Le régiment me donne une part de son prestige, je suis quelqu'un d'autre. J'ai une médaille, j'ai des décorations, on me salue, on me voit. Ici, je suis un mec important. Et donc, je suis obligé d'être courageux. Quoi. Je suis obligé de faire honneur à la tenue que je porte. Et donc, je suis obligé d'être courageux, j'ai pas le choix. Et je dis, ouais, effectivement, t'as raison, t'as tout compris. Cet échange, cet échange social, quoi, échange social contre courage. Et donc, on s'installe, tout le bataillon, et là, on change un peu de perspective. Et d'abord, il y a une première perspective qui est assez extraordinaire, c'est qu'on m'appelle, on me dit, voilà, on va s'octroyer une mission. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le bataillon a été engagé sur geste politique. Mais il n'y a aucune mission, quoi. C'est-à-dire qu'on envoie des gars, quand même, à l'endroit le plus dangereux du monde, sans mission. Sans mission. Là, personne ne sait ce qu'on fout là, en fait. On est en réserve des forces des Nations Unies. Le colonel qui commande, le colonel Traki, dit on va faire ça à la coloniale, à notre tradition, et on va s'immerger dans la population. Et donc, chaque section reçoit un secteur dans la ville, et on me dit voilà, tu vas aider la population comme tu peux. Tous les moyens, tu te débrouilles. Et dans 6 mois, quand tu pars, tout le monde pleure en te voyant partir. Pas de joie, hein, mais de tristesse. Bon, ok, d'accord, donc on va dans la situation. Donc je rappelle, la ville est quand même quadrillée par des mafieux, par tout un tas de bandes de miliciens qui nous veulent du mal. Mais on arrive à prendre contact avec des gens qui parlent français, qui parlent anglais, on prend des contacts, on s'attache avec eux, et puis effectivement, on arrive à les aider avec tout ce qu'on a. En gros, on leur donne une partie de notre alimentation, on leur donne de l'eau, on essaie de leur donner plein de trucs, et en fait, plus tard, je ferai plein de choses. J'irai jusqu'à la construction d'un gazoduc, quoi, enfin, dans la région, quoi, parce que c'est une vraie opération militaire. Et je vais organiser des raids pour aller voler des manuels scolaires qui sont stockés dans un coin.
dans un autre quartier. Et donc, il y a un prof qui me dit, voilà, je sais qu'il y a des manuels, là, tu ne peux pas faire quelque chose pour nous, là. Je dis, ok, allez, raid, on vole le truc, on les amène. Je vais organiser des spectacles de marionnettes. Qui sont de vraies opérations militaires dans cette ambiance, quoi. C'est-à-dire qu'on prend la troupe de marionnettes, on les amène, on les protège, on sécurise le site, ils font leur spectacle avec tous les gamins de la secteur dans un site évidemment protégé. Et après, on leur donne des rations, on donne des bonbons aux gamins, etc. etc. Et au passage, ça donne d'abord un peu de sens à ce qu'on fait. On fait quelque chose, ça peut un peu de sens un peu ce qu'on fait, et puis surtout, on apprend très rapidement que cette population, elle va nous aider aussi, elle va nous protéger, elle va nous avertir. Chaque fois qu'ils entendent qu'il y a des menaces intérieures contre nous, il y a toujours quelqu'un qui va dire attention, on sait qu'on a entendu que, méfiez-vous, machin, truc. Ce qui fait qu'on ne se fera jamais prendre aux pattes à l'intérieur de la ville. Ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs des autres bataillons de PTT Building qui vont tomber dans des embuscades intérieures, tout se passe à l'intérieur de la ville. Des gens qui vont être capturés, enfin qui vont être dépouillés de tous les véhicules, de toutes les armes, voilà, que ce soit dans la ville, que ce soit à l'extérieur de la ville, etc. Ça, c'est quelque chose qui ne nous arrivera jamais, quoi. Et je me dis, ouais, c'est quand même pas mal comme truc, quoi. Et puis on voit d'ailleurs dans la ville, moi je donne du carburant un peu plus tard à une société qui nettoie la ville, quoi. Donc on la protège, on donne du carburant. Et donc on a toute la vieille ville musulmane, qui est en plus la plus belle, ville turque, toutes les mosquées, enfin c'est magnifique. Mais en plus qui est propre, où les gens sont sympas avec nous. Et puis dès qu'on bascule de l'autre côté de la ville, là on tombe sur une ville sale, sur des gamins qui nous jettent des cailloux, etc., quoi, qui disent qu'est-ce que vous faites les casques bleus pour nous, quoi. Et ça c'est un pan très important de notre mission. Et puis un autre pan à ce moment-là qui est très important, c'est que les Serbes mènent un assaut sur les hauteurs de la ville. Donc Sarajevo, ça avait été le siège des Jeux Olympiques de 1984 d'hiver, dans la ville, dont la patinoire où on était installé, mais aussi évidemment sur les hauteurs, dans les montagnes qui sont juste au sud de la ville. Et là, les Serbes ont lancé une attaque, ont repoussé toutes les forces bosniaques. L'ONU dit ok, arrêtez, c'est pas bien, machin. Et puis à un moment, les Serbes, lorsqu'ils n'avancent plus, et ils disent, ok, d'accord, on accepte de négocier à une condition, vous vous interposez. Dire où vous tenez les positions à notre place. Et nous, ça nous permet après de nous retirer et d'attaquer ailleurs. Et l'ONU accepte. Petite parenthèse sur les missions de l'ONU, c'est, voilà, en termes militaires, on est dans l'absurde le plus complet. Les gens qui sont sur l'aéroport ont pour mission d'empêcher les gens de fuir la ville. Donc l'aéroport est vraiment complètement à l'ouest de la ville. Et donc tous les soldats français qui sont sur l'aéroport, ils ont une mission le soir qui s'appelle le crossing, où ils empêchent les mamans de fuir la ville, de traverser l'aéroport pour s'enfuir de la ville, quoi. Donc de les repousser, parce que c'est dans les accords qui ont été faits avec les Serbes pour maintenir l'aéroport sous contrôle des Nations Unies et ouvert à l'aide alimentaire. Et donc, il faut imaginer la mission, quoi. Donc les gars disent non, vous restez dans cet enfer, quoi. Et parfois, il y a des gens qui arrivent à passer, mais comme c'est dans l'axe de sniper, ils se font abattre presque systématiquement. Donc la deuxième partie de la mission, notre crossing, c'est de récupérer les cadavres sur la piste avant que les avions n'arrivent, quoi. Donc voilà un peu le genre de mission dans lequel on est. Et là, sur Hickman, on nous dit, ok, vous allez prendre notre place. Et on dit oui. Et on fonce en reconnaissance sur les monts Hickman. Donc on est trois, on a un petit véhicule blindé, un petit VBL, on est trois, le conducteur, le capitaine, moi derrière. Et puis on arrive sur le plateau, et là on voit des centaines de mecs serbes en train de mettre le feu à tout ce qui peut brûler dans la région. Donc ils mettent le feu à tous les sites olympiques qui sont dans la région, à tous les hôtels qui avaient été mis en place pour les Olympiques, tout brûle. C'est une vision d'enfer, quoi. Et donc je vois des centaines de mecs qui foutent le feu, qui rigolent, qui passent devant nous en rigolant, etc. Puis nous on est les trois au milieu de tout ça, et puis on peut rien faire, quoi.
Et donc, je vois les gens ravager tout ce qui peut être détruit, quoi. Une vision de barbare incroyable, quoi. Et donc, avec la compagnie, on arrive. Au passage, c'est à ce moment-là juste qu'on reçoit les gilets pare-balles, c'est-à-dire qu'on s'est baladé quand même pendant un mois sans gilet pare-balles, parce qu'il n'y en avait pas, ça n'existait pas, donc là on les reçoit en catastrophe. Et donc là on s'installe une position, mais là aussi de manière onusienne, on doit être une centaine pour tenir des dizaines de kilomètres carrés. Donc à un moment je suis dans la forêt, et puis je suis à la place des Serbes, je remplace des Serbes, hop, la forêt, je m'installe, et puis on me dit, bon là c'est pas tenable, tu vas prendre en compte toute la route qui va de Sarajevo jusqu'au plateau de, j'appelle ça Tcherniver. Mais c'est des kilomètres et des kilomètres de route, quoi. On est une trentaine, quoi. Bon, je m'installe, je vais sur, alors pour donner un peu un exemple, un peu là aussi de l'absurdité, sur le carrefour qui est complètement en bas, il est au milieu de rien, quoi. Il me dit, tu tiens le carrefour qui est là, d'accord. Ben, je m'installe un peu plus loin, il y a un petit mouvement de terrain, je tiens la position, et je dis, bon ok, là je peux tenir la position. Ben, on vient me voir, on me dit, non mais t'as rien compris, tu dois être dessus le carrefour, quoi. Je dis, je suis au milieu de rien, je peux me faire tirer de partout, quoi. Non, mais c'est comme ça, quoi. Et donc, bon, on s'installe sur la position. Bon. Et donc, on est étalés sur... j'ai mes 3 groupes de combat qui sont étalés. Et à un moment, il y a un de mes chefs de groupe qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a des Bosniaques qui sont face à moi avec des mines. Ils veulent reprendre la position qu'ils ont abandonnée, là où on s'est installé, nous, et ils veulent miner la position. Je dis, bon, ok, j'arrive. Effectivement, je vois des gars, toute une section de Bosniaques qui est là, donc certains avec des mines à la main. Et puis là, j'appelle le PC, je leur dis, voilà, les Bosniaques veulent miner la route, mais bon, je traite le problème. Et puis, 30 secondes après, je reçois un appel, on me dit, voilà, le PC de la compagnie, poste de commandement de la compagnie est attaqué par les Bosniaques. Le capitaine est flingué. Ah, ok. Donc mon chef, disparu. Qu'est-ce que je dois faire ? Et je suis face à ma section de Bosniaques qui est là, et sachant qu'il y a leurs collègues qui sont en train de nous cartonner un peu plus haut, quoi. Bon, je fonce, je remonte, je prends le groupe de combat, et je regarde la carte, allez, au bout d'une heure, je pense qu'on peut arriver à les coincer, à être derrière eux, quoi. Donc pendant ce temps, ça se tape vraiment au niveau du PC. En fait, ce que je ne sais pas, c'est que nos gars vont réussir à repousser les Bosniaques, ils vont flinguer le chef de la section, de l'unité bosniaque qui nous attaque, ils vont se replier. Entre-temps, à Sarajevo, le colonel demande une frappe aérienne qui ne viendra absolument jamais. Donc dans ce grand bordel, je monte avec mes gars, on essaie de contourner les Bosniaques. On est au mois d'août, là, à ce moment-là, on est au mois d'août, en plein chaud, on est équipés comme des porte-avions avec nos gros gilets pare-balles. Et au bout de 40 minutes de marche, mon radio m'appelle, il me dit, voilà, les Bosniaques sont en train de miner la route pour empêcher le capitaine d'être évacué. Il n'est pas mort, il a pris une grande balle dans le ventre, un gars qui a réussi à le sortir sous le feu en rampant, et a réussi, grâce au miracle de notre super Toubib, à le médicaliser, et on est en train de l'évacuer. Là, je me dis, waouh, la route dont j'ai la responsabilité, quoi, et dont je suis à 40 minutes. Bon, allez, je dis, mais oh, gars, vous restez sur place, si vous détruisez tout ce qui passe, et moi je redescends. Je redescends, je fonce, je reprends un véhicule, je redescends, je reviens, et en fait je m'aperçois que le capitaine a déjà été évacué depuis longtemps, et que c'est mon compte-rendu initial disant, voilà, il y a des Bosniaques qui sont en train de miner la route, qui s'est mélangé à tous les autres, et qui s'est transformé en les Bosniaques sont en train de miner la route pour empêcher le capitaine d'être évacué, ce qui n'était pas le cas. Et là, je me retrouve face au point de départ, face au gars. Là, je m'énerve, je dis, maintenant, allez, foutez le camp. Et puis, les mecs en face, non, pas question, ils ne bougent pas. Et puis, on se retrouve à se braquer. On est face de la route, et personne ne veut bouger. Et on est face à face, quoi. Un peu un film de Tarantino, quoi. Mec, et là, je me dis, comment je me sors de ce truc, quoi. Et là, un truc incroyable, je vois arriver un 4x4 et des mecs en civil à l'intérieur du 4x4, des lunettes noires, cheveux en brosse, et d'un qui a un fort accent américain, qui me dit, oh, ok,
on s'occupe de tout. Et en fait, j'étais sauvé par la CIA, quoi. Et donc le gars, ils vont voir les Bosniaques, il leur dit dégagez. Les mecs sont partis. Et puis les mecs sont montés, sont allés voir les Bosniaques, il a dit maintenant que ça va, vous arrêtez vos conneries, etc., quoi. Et je dis voilà, je viens d'être sauvé par la CIA. Et donc, c'est comme ça que la séquence s'arrête. Alors au passage, le capitaine qui va être sauvé in extremis, en partie parce qu'il a une anomalie génétique, une balle lui a percé la rate, mais il avait 3 rates, donc finalement c'était pas grave. Il est évacué en France, le capitaine adjoint devient adjoint, et puis devient commandant d'unité, moi je passe adjoint, et une grosse partie de ma responsabilité, à nouveau, à ce moment-là, c'est de relutter à nouveau contre les snipers qui commencent à nous reflinguer. Et donc là, j'ai une deuxième campagne de tir contre les snipers, avec au moins à cette différence près que maintenant, on a des armes beaucoup plus lourdes, des fusils en 12,7 mm, des Macmillan, donc des trucs qui peuvent taper à 1600 mètres, mais on ne va jamais si loin, mais surtout qui percent les murs, quoi. Un truc qui perce les murs, qui envoie un truc qui explose derrière les murs. Au passage, j'ai une anecdote où je me souviens d'une visite de Giscard d'Estaing qui était venu me voir, qui était un chasseur, et que je me souviens très bien en train d'expliquer à Valéry Giscard d'Estaing comment je faisais pour traquer les snipers dans la ville, et qui me disait ouais super. Donc j'ai appris à Giscard d'Estaing comment on faisait de l'anti-sniping. Bon, et là au moment il y a au moins deux anecdotes. Donc je remets en place le système que j'avais mis en place, qui fonctionne assez bien, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on est agressé, boum, je fais tirer. Alors cette fois, ça perce les murs. Donc là, je fais exploser à chaque fois le poste de combat le poste de tir d'où ça vient. J'ai pas de bilan, on voit jamais personne, hein, c'est un combat de fantôme. Hein, mais un jour, c'est aussi le côté surréaliste un peu de toute cette affaire. Il y a un officier de liaison serbe qui est à PTT Building qui dit voilà, tiens, tel jour, vous avez flingué un mec. Mais ça l'émeut pas plus que ça, quoi. Hein. Il dit ouais, vous avez bien joué, vous avez réussi à nous flinguer un mec. Et je regarde, ouais, c'est moi qui l'ai flingué, quoi, quand même, ce mec. Mais j'en savais rien. Et un jour, on a un gars qui se fait. En fait, c'est notre nouvelle campagne d'anti-snapping. Elle commence à ce moment-là. Il y a un gars, un mécano, Samuel, qui se fait toucher. Il prend une balle dans le ventre alors qu'il est en train de réparer un VAB. Donc là encore, on réussit à l'évacuer, à le sauver in extremis. Heureusement, le bloc chirurgical est toujours pas très loin, donc on arrive toujours à mettre les gars dans ce qu'on appelle l'heure dorée, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur la table du chirurgien avant 1 heure, ce qui multiplie quand même très largement les possibilités de survie, quoi. Bon. Sinon, on aurait eu un nombre de morts incroyable. Et donc, je réunis mes tireurs d'élite, je remets en place, alors dans un site qui est là aussi surréaliste, c'est un casino, c'est un petit casino, donc il a roule la fortune, la moquette, hein, donc, et c'est là où on avait transformé ça en poste de combat. Et accessoirement, c'était devenu aussi la popote du chef de corps. Donc derrière, il y a un bar, il y a tout ce qu'il faut pour bouffer. Et je reviens à l'endroit où le gars a été touché, je me mets exactement dans la même position, je prends une carte, télémètre laser, et je dis ok, maintenant je vais calculer d'où vient le tir, précisément. Et donc je fais des calculs avec mon télémètre, j'imagine que ça c'est le tir, je vois où ça passe pas, et je détermine d'où vient le tir, très précisément. Je fonce voir mes gars, je dis voilà, on surveille cette zone. On a une lunette astronomique qui a grossi 60 fois. Un tireur 12-7, des tireurs d'élite qui donne tous les éléments de tir sur cette position. Et au moment où on se cale vraiment sur cette position, on voit un mec qui sort et qui nous tire dessus. Et donc ça tape dans la vitre qui est juste à côté. Et là, boum, feu immédiat. Et le mec vole en éclats, quoi. Au passage, quand j'avais calculé, c'était vraiment en limite de position. Donc je pensais qu'au départ c'était un Serbe, en réalité c'était un Bosniaque. Et donc le lendemain, je vais sur place, je fais semblant de me perdre, en fait je tombe sur une position bosniaque. Alors je vois les dégâts qu'on a fait, ok. Et en fait l'immense majorité des gars qui ont été touchés chez nous, tués, enfin ou blessés, dans la zone, au moment où j'étais français, on a eu 2 morts et 60 et quelques blessés, quoi. La plupart du temps, c'était les Bosniaques, c'est-à-dire des gens qu'on était censés un peu protéger quand même. Et puis un autre soir, on m'appelle, on me dit, tiens, je viens de me faire sniper, quoi.
D'accord. Ça venait d'où? Je crois que ça venait du bâtiment qui était juste en face du nôtre. Ah, très bien. Je fonce dans le fameux casino. Je prends un tireur avec moi, cette fois avec un FRF2, donc fusil plus léger, quoi. On s'installe, la nuit vient de tomber. On s'installe, je regarde. Derrière moi, il y a tous les gens du PC qui sont à la popote, qui sont en train de boire l'apéro, quoi. Et je regarde dans ma jumelle de nuit, une lunette de nuit, et puis là je vois dans un coin, je vois un gars qui sort avec une Kalachnikov, qui tire sur un de nos gars qui est juste en bas, quoi. Waouh, je me recale dessus et rate, heureusement, notre marsouin, qui s'était même pas rendu compte qu'on le tirait dessus, hein, dans l'ambiance du moment, quoi. Et je place mon tireur qui mettait sa lunette également de tir, et je lui dis, bah, dès qu'il revient, tu le flingues. Et on attend, et en fait on voit arriver une femme qui arrive avec une soupière à la main, qui met la soupière sur la table, qui met le couvert. Même endroit, hein, exactement au même endroit. Et puis plus tard, on voit arriver un gamin qui regarde ce qu'il a à bouffer, qui tourne autour de la table, qui va voir sa mère. Et 2 minutes après, on voit arriver un mec en civil qui goûte la soupe. Donc tout ça, on est face à lui, hein, on est à 80 mètres. Hein. Et qui discute avec sa femme, et qui va à la fenêtre, et qui allume une clope, et qui va à la fenêtre, comme ça. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est lui, c'est pas lui, je tue pas, il faut que je prenne une décision quand même très vite. Et encore une fois, derrière, j'entends tout le monde qui est en train de boire un coup, et puis la popote, quoi. Il y a un gars qui passe, et justement, un commandant qui passe, il me dit... il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis en train de décider de la vie ou de la mort de ce mec. Et je me rappelle, le gars dit, allez, laisse-le vivre, il en a marre. Il en a marre de toute cette violence, on peut pas. Laisse tomber, quoi. Trop de sang, quoi. Je dis, ok. Bon, je fais tirer finalement, je fais tirer dans le mur. On va l'avertir, je ne sais pas si c'est lui, si c'est pas lui. Tire dans le mur, hop, au-dessus de lui. Le gars éteint la lumière, tout, il se planque. On attend, on reste là pendant une bonne partie de la nuit, au cas où. Et puis ça s'est arrêté là. Ils sont venus le lendemain se plaindre en disant c'est quoi, vous nous tirez dessus, que c'est pas normal, machin. Et puis bon, mais finalement ça s'est arrêté là, quoi. Mais c'est toujours des situations comme ça, super ambiguës, quoi. À partir de là, bon, après ça, je pars outre-mer, je reviens, je commande une compagnie au 2e régiment d'infanterie de marine, je repars en mission en Centrafrique, en Guyane, c'est sympa aussi la Guyane, tout ce qu'on fait là-bas. Et après, ça, c'est la fin de ma carrière opérationnelle, quoi. Après, je fais le concours de l'EMSST, donc l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, puis après, ça me donne l'entrée à l'école de guerre. Donc je pars en fac, et là, je passe un doctorat d'histoire. C'était ma 2e passion. Et grâce à la licence que j'ai passée à Kouet-Quidan, ça me permet de passer le concours, qui lui-même me permet après de passer un doctorat. Ce qui est exceptionnel pour un mec qui est passé un syrien, quoi. Sinon j'aurais jamais pu. Et à ce moment-là, je bascule. Mon obsession à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Je ne commanderai plus. Je passe un syrien. Je ne commanderai pas de régiment, ça ce sera ma très grande frustration. Mais il faut que je fasse des trucs intéressants, quoi. Et donc pour ça, il faut que je me fasse connaître. Donc j'écris, je commence à écrire à ce moment-là, j'écris des articles, j'écris des bouquins, je passe ma thèse d'histoire et je me fais aspirer au bout de compte par différents organismes, le Centre Doctrine d'Emploi des Forces, où je fais du retour d'expérience. Donc là, c'est très sympa parce que pendant 3 ans, je vais étudier tous les conflits qu'il y a dans le Moyen-Orient. Donc je vais aller 4 fois en Afghanistan, regarder ce qui se passe. Très texte suivant que je fais de l'Afghanistan, c'est Husbin. Et là, à ce moment-là, je suis rattaché à l'état-major des armées. Je suis un conseiller du chef d'état-major des armées, le général Georges Jolin, donc plus connu par le grand public pour avoir géré la reconstruction de Notre-Dame. Mais je suis là et c'est un poste assez sympa, quoi. Je dis, voilà, moi, je suis sorti du rang, je suis un ancien sergent, et je suis conseiller du chef d'état-major des armées, je peux lui écrire ce que je veux. Et là, j'ai continué, en fait, à faire de l'analyse, de l'écriture, j'écris des bouquins, j'écris des papiers, je donne des conférences, etc.
Et dans ce cadre-là, je fais des expériences assez sympas, dont l'une c'est d'être conseiller sur un film. Le réalisateur m'appelle, Mathieu Vadepied, il me dit voilà, j'ai lu 2 bouquins, un qui s'appelle Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail. Donc il y a un peu toute la synthèse un peu de mes réflexions sur le comportement au combat. Je dis voilà, qu'est-ce qui se passe réellement quand c'est une situation de combat. Et puis en plus, comme j'ai fait ma thèse d'histoire sur la Première Guerre mondiale, je connais bien l'armée française de la Première Guerre mondiale, il m'a dit, bah tiens, voilà, mec idéal pour le conseiller sur ce film. Et c'est intéressant, c'est que par exemple, les scènes de combat, il m'a dit, voilà, je vais reprendre là, votre approche du bouquin, une vision très subjective des combats vus de l'intérieur, donc de très près. Qu'est-ce que les mecs voient, ressentent sur place. Alors en plus, ça me permet de faire des plans très serrés, ce qui ne permet pas de montrer que je n'ai pas de moyens pour faire du grand spectacle. Et donc, alors ça dure plusieurs années, en fait, le processus d'un film, qui est interrompu par le Covid, il faut attendre aussi d'avoir les disponibilités d'Omar Sy, il faut attendre le financement, donc je découvre tout un monde particulier, mais j'aide à la préparation de ce film. Donc j'explique aux gens ce que c'est, comment ça marche, institution militaire. Puis après, on va sur le tournage lui-même dans les Ardennes, où là, je prends en compte notamment tous les gens qui vont jouer tous les films. Je leur donne un petit vernis militaire, j'explique un peu à quoi ça ressemble un combat, etc. Et puis voilà, je suis là, je conseille les costumiers, les décorateurs, les chefs opérations, etc. Et puis bon, donc c'est une mission qui est très, très intéressante, quoi. Mais je me rends compte quand même que des problèmes que ça peut poser, problèmes matériels, c'est-à-dire qu'en France, un film de guerre, ça demande des budgets et des équipements qu'on n'a pas forcément. Donc très concrètement, il y a plein d'équipements qui auraient été nécessaires pour être vraiment réalistes, mais qui n'existent pas. Qui n'existent plus. Les casques, c'est tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs, c'est troupe de marine, hein. Donc ils ont une encre marine. Ben non, il n'y a pas de casque avec d'encre marine, donc bon, il n'y aura pas de truc. La tenue, c'est une tenue ocre. Le chef opérateur me dit, mais non, tenue ocre, ça passe pas la couleur, ça passe pas très bien, ça ressort pas, ce serait pas mal s'ils étaient en bleu horizon. Bon, ok, donc ils sont en bleu horizon, etc. À un moment, il y a une prise d'armes. Il y a un général qui arrive, et donc toute la section, je dis, ok, je vais vous le mettre toute la section, donc je fais ce qu'on appelle le toit de la section, je mets en ordre, clac, carré, je donne des ordres, j'apprends au gars qui est censé jouer le sous-officier adjoint à donner des ordres, tout est carré. On m'appelle un peu plus loin, le décorateur m'appelle un peu plus loin sur un détail, je reviens, et puis je vois que tout le monde est serré, tout le monde est en vrac. Il dit, non, c'est qu'à la caméra, ça passe pas bien, quoi, l'action, donc j'ai fait tout resserrer. Donc, voilà, et tout est comme ça. Et le pompon, le détail, c'est le plus amusant, c'est qu'à un moment, il y a des prises d'armes, hein, des cérémonies qui sont dans le film, et je leur explique comment ça se passe, quoi. Et, voilà, okay. Et puis je leur dis, à un moment, il faut le drapeau du régiment. Ah bon, ça ressemble à quoi? Bon, ok, alors je prends une photo, je recherche une photo d'un régiment d'infanterie de marine coloniale, je leur envoie, alors c'est une photo qui est un drapeau qui est à plat, quoi, hein. Et je leur dis, voilà, ça ressemble à ça, puis vous enlevez ça, vous rajoutez ça, bon, ok. Et puis au moment où on filme la scène, je dis, le drapeau est où? Ah oui. Et puis je m'aperçois que le drapeau il est tout petit comme ça. Parce que je n'avais pas donné les mensurations. Je dis, mais vous n'avez jamais vu un drapeau, un vrai drapeau je ne sais pas, le 14 juillet, truc comme ça, non? Non, c'est pas du tout. Et donc on se retrouve avec un petit drapeau ridicule. Alors j'ai essayé, avec la caméra, essayer de donner une plus grande amplitude, un truc comme ça, mais non, en fait, ça fait complètement ridicule, malgré tout, dans le film, et ils l'ont gardé. Voilà, donc c'est le conseiller conseille, et puis après, le réalisateur décide, quoi. Mais c'est une expérience effectivement très, très sympa, et le film est lui-même, je suis assez content du film. Les défauts, hein, mais
mais qui est quand même assez très intéressant. Si quelqu'un, ça arrive régulièrement que des gens viennent me voir et sont tentés de s'engager, et je leur dis, mais écoute, vas-y, voilà, moi je paierai d'ailleurs cher pour pouvoir être à ta place, pour échanger nos places, hein, et recommencer à zéro quelque chose. Donc vas-y, après engage-toi, n'importe quoi, mais éclate-toi. Il y a quand même la possibilité dans l'armée d'avoir plein de choix, plein de possibilités. Vas-y, choisis un régiment, alors dans l'armée de terre, enfin bon, fais ce que tu veux, mais l'armée de terre, si j'avais pas été dans l'armée de terre, j'aurais été sous-marinier, je pense. Mais voilà, troupe de marine, évidemment, c'est quand même une ambiance sympa. Et voilà, tu vivras des moments très forts, quoi. Des moments humains très forts, certainement des moments opérationnels aussi très importants. Et il faut que tu sortes de là avec plein de regrets, quoi. Ce qui est mon cas.